y a toujours une limite stricte dans le droit, d'un point de vue moral, dans le système de valeur du soin ou les pratiques professionnelles. Il y a toujours une limite très stricte entre le soin et la mort. C'est même deux notions qui s'opposent complètement. Soigner, c'est aller contre la mort. Alors ça a évolué aussi avec la pratique palliative. On n'est plus dans des logiques d'obstination toujours déraisonnables, mais n'empêche, on garde cet interdit fondamental, cette limite qui ne doit pas être franchie du point de vue du soin, qui est celle de la mort. On observe, par contre, que dans les évolutions récentes, de moins en moins récentes même maintenant, qu'il y a une espèce de zone grise un peu du soin qui s'est ouverte parce que les pratiques, dans la volonté d'éviter l'obstination déraisonnable, ont évolué dans une forme de proximité toujours plus forte avec le fait de provoquer ou la survenue du décès, disons, pour parler plus généralement et sans entrer dans les polémiques. Il y a par exemple le fait d'arrêter un traitement qui maintient en vie, d'arrêter ou de limiter un traitement. Il y a la question que ce soit un respirateur ou une alimentation artificielle. Mais il y a aussi, par exemple, toutes ces questions liées à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, ou la possibilité de traiter de la douleur au risque d'avoir des doses qui peuvent entraîner éventuellement le décès de la personne. C'est ce qu'on appelle le principe du double effet. Bon, on y reviendra peut-être au cours de la conférence, mais en tous les cas, il y a une zone grise du soin qui s'est ouverte là dans les pratiques médicales, qui sont acceptées du point de vue éthique, c'est l'évitement de l'obstination déraisonnable, elles sont parfaitement légales et dépénalisées. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse, mais je pense que le professeur Aubry, qui prendra ensuite l'animation de la conférence, le dira aussi. On n'est pas ce soir dans un débat sur la dépénalisation de l'euthanasie ou pas. On n'est pas sur ces questions-là. On est simplement en train d'observer des pratiques existantes déjà qui entretiennent un rapport particulier et sensible avec la mort, puisqu'on peut observer parfois de la part des soignants, mais on en parlera aussi ce soir, un sentiment de transgression qui a à arrêter un respirateur ou une alimentation. En tous les cas, il y a une limite qui n'est pas claire, parce qu'il y a une limite qui n'est pas franchie d'un point de vue du droit ou d'un point de vue de l'éthique en général, mais on observe quand même que sur le terrain, d'un point de vue professionnel, arrêter des traitements, les limiter quand ils maintiennent en vie, c'est quand même franchir une certaine forme de limite, donc la limite n'est pas claire. Et c'est de cette limite qu'on voudrait parler ce soir. Un nombre important, je ne vais pas donner le pourcentage, parce que ce n'est pas le bon, d'après ce que tu me disais, mais un pourcentage important, selon les services de réanimation, de décès dans les services de réanimation, fait suite à une décision médicale d'arrêt des traitements qui contribuent à maintenir en vie. La question est de savoir si finalement la prise de décision, et plus exactement la modalité d'une prise de décision aussi complexe que celle-ci, n'est pas en soi un soin. Est-ce que savoir décider de ne pas faire, qui est probablement l'acte le plus difficile en médecine, il est toujours facile de faire, quand on a appris à faire, mais savoir, alors que l'on sait faire, ne pas faire, mais après un modus operandi réflexif particulier, la question qui se pose, c'est de savoir si la définition ultime du soin n'est pas à ce moment de décider de ne pas faire. On est en train de parler de la transgression et d'une éthique de la transgression. L'éthique de la transgression, c'est savoir se poser des questions dans des champs où la question de l'interdit peut se poser. On admet en réanimation les patients qui ont un organe qui est défaillant, qui, si on laisse les choses évoluer, va conduire au décès du patient. Ça peut être le cœur, le poumon, le rein, ça peut être des troubles de conscience qui ont des conséquences sur tout l'organisme. On a besoin de mettre en route une suppléance qui va essayer de faire en sorte que cette défaillance d'organes n'aboutisse pas au décès. Alors, est-ce que c'est efficace? La réponse est oui. Les patients qui sont admis en réanimation, s'ils n'étaient pas pris en réanimation, ils décéderaient peut-être pas tous, mais quand même une grande majorité d'entre eux. Et le résultat, c'est environ 75 à 85% des patients qui sortent vivants des réanimations. Donc, l'efficacité des traitements de réanimation, elle est tout à fait réelle et ça justifie le fait qu'il y ait des réanimations dans presque tous les hôpitaux. Mais si on arrive à peu près ces résultats en termes de mortalité, il y a une réflexion très importante qui a démarré déjà il y a plusieurs années pour dire que c'est bien, on essaye d'améliorer encore le taux de survie, mais il faut voir
dans quelle situation le patient sort de réanimation. Et donc la qualité de vie à la sortie de la réanimation est devenue un enjeu majeur pour nous réanimateurs. Et donc il y a vraiment un questionnement qui est mené, qu'on ne découvre pas aujourd'hui, sur le sens des soins de la réanimation. Très schématiquement, donc la réanimation, avec son efficacité, au fond, pourrait conduire à ce qu'on arrive à un traitement qu'on dit d'obstination déraisonnable. C'est des formules qui sont désormais très courantes. On comprend bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le traitement de réanimation, il est efficace, mais il n'a pas d'objectif pour le patient. Il n'a pas une fin qui est clairement identifiée. Et donc, très schématiquement, on est très régulièrement confronté à des situations où la poursuite ou l'instauration des traitements de réanimation peut conduire à une obstination déraisonnable, qui est donc pas souhaitable, qui est même condamnable. Donc, c'est des questionnements qui sont importants, alors qui sont bien sûr basés, parce que la base du raisonnement médical, ça reste quand même ce qu'on appelle les données de la science, c'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on sait de la situation médicale dans laquelle est le patient? Quel est le devenir attendu de la maladie qu'on observe, de la maladie de fond, des maladies associées, et de la défaillance ou des défaillances que le patient présente qui l'ont conduit en réanimation. Mais ce n'est pas seulement une question médicale. Et c'est vraiment un questionnement éthique, c'est-à-dire que c'est parfois des situations où la science ou l'expérience ne répondent pas bien à la question. On n'est pas tout à fait capable de dire. Il n'y a pas forcément d'accord a priori. Il peut y avoir des conflits de valeurs avec dans l'équipe des personnes qui pensent qu'il faut continuer, d'autres qui pensent qu'on est dans l'obstination déraisonnable. Et on est dans un questionnement pour lequel personne ne peut dire qu'il a la vérité. On est vraiment au centre des questionnements éthiques. Le traitement. Arrêter un traitement qui concerne potentiellement une assistance vitale, c'est une dimension supplémentaire, puisque on pense qu'en l'absence de cette assistance vitale, l'arrêt de cette assistance va conduire au décès du patient. Donc c'est clair que là, c'est une décision qui est très lourde, puisque cette interruption a une conséquence qui est extrêmement forte. Alors bien entendu, quelle que soit la situation, on maintient l'hygiène, le confort et le soulagement de la souffrance physique. Et lorsqu'on est dans cette situation d'arrêt d'un traitement qui est d'une suppléance vitale, eh bien, que le patient soit éveillé ou pas, eh bien, on s'assure de son confort. S'il est éveillé, on vérifie qu'il n'a pas de souffrance et qu'il est calme et reposé. S'il est inconscient, on met en route une sédation qu'on dit profonde et continue, de façon au cas où on ne perçoive pas, on n'a pas les moyens de percevoir cette souffrance, qu'elle puisse être traitée. Et puis la troisième question, qui revient régulièrement dans nos services, c'est de dire, mais finalement, quand on met une sédation terminale, profonde, continue, et qu'on a arrêté le respirateur, on sait bien que le patient va décéder. Donc, est-ce qu'on est vraiment encore dans l'accompagnement? Pour moi, la réponse est oui. Mais il peut y avoir des avis différents. La réponse est oui, c'est-à-dire que ce n'est pas un rendez-vous avec le patient et à telle heure, on va mettre en route une sédation alors qu'il n'avait pas d'assistance vitale. On est dans une situation où le malade est en vie parce qu'il y a une assistance d'un organe qui est défaillant, et l'interruption de l'assistance est la meilleure option thérapeutique qui peut lui être proposée. Et on met la sédation pour que cet arrêt de l'assistance ne génère pas de souffrance pour le patient. Alors, certains disent la différence est subtile, mais finalement, il n'y en a pas. Pour moi, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante qu'on garde à l'esprit qu'on a un patient qui vit parce qu'il y a de la mécanique qui le soutient, que cette mécanique, la maintenir n'a pas de sens, que l'arrêter, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour lui, et que au moment où on l'arrête, il faut qu'il n'ait pas de souffrance. Voilà. Mais vous voyez que c'est quand même des questionnements. Je ne dis pas du tout que mon point de vue est celui de la vérité. Hein. Je serais bien immodeste de le dire. C'est des questions qui reviennent régulièrement. Nos jeunes nous challengent. On a la chance d'avoir une cinquantaine d'internes d'anesthésie réanimation. Ils passent tous en réanimation. Ils participent tous à nos réunions collégiales. Et on voit bien que ça pose question. Et c'est très bien. Et c'est très bien.
Le titre de mon propos est le suivant: les soignants à l'épreuve des décisions d'interruption de traitement. Et l'objectif était de comprendre ce que vivent les soignants lorsqu'ils sont engagés dans des processus décisionnels dont l'objet porte sur l'interruption de traitement, et de savoir comment s'élabore leur réflexion. Bon. Alors pour le comprendre, je vous propose de revenir sur le cas de Chloé. Chloé était une jeune femme de 31 ans, victime d'un accident de la voie publique il y a 15 ans. Elle était tétraplégique et l'insuffisance respiratoire l'obligeait à une ventilation artificielle invasive par trachéotomie. Et puis Chloé, après une longue démarche, une longue discussion avec sa famille, ses proches, ses soignants de proximité et aussi avec son médecin traitant, a choisi de ne plus vivre et donc a exprimé le souhait d'arrêter sa ventilation. Et alors que nous étions réunis en réunion pluridisciplinaire, ce qu'on appelle chez nous les staffs, pour discuter de cette situation, une infirmière a pu dire ces mots: « Je ne veux pas être là ». Et ces mots ont sans doute une signification, signent une révolte en son fort intérieur, et il nous faudrait comprendre ces mots pour savoir ce qui se joue. Alors sans doute existe-t-il un rapport avec ce que les soignants doivent assumer comme exigence contradictoire, inhérente aux grands principes éthiques que vous connaissez tous, auquel le professeur Samin est revenu tout de suite, et aussi à la loi. D'abord entre l'autonomie, c'est-à-dire la liberté pour le patient de refuser un traitement et l'interdit de tuer, et puis ensuite entre la bienfaisance, prendre soin du plus vulnérable, et la non-malfaisance, ne pas nuire, l'interdit de l'obstination déraisonnable. Alors de toute évidence, il s'agit d'un acte difficile à envisager, notamment parce qu'il n'est pas perçu comme un soin selon le répertoire des valeurs et des pratiques soignantes. Mais que disent ces mots « je ne veux pas être là » de la condition soignante face à ce que la loi met en miroir, l'arrêt d'une technique par la main soignante qui provoquera inconditionnellement la mort? Alors il n'existe pas de facilité pour penser ces questions, ni d'évidence. Et je voulais revenir sur le concept de visage, selon Emmanuel Lévinas, philosophe que sans doute vous connaissez. Pour lui, pour Lévinas, le visage n'est pas la face physique, la figure que je rencontre. Il n'exprime pas sa fonction sociale, il n'est pas la caricature. Donc on pourrait dire il a une tête d'éthylotabagique, comme on peut l'entendre à l'hôpital. Non, pour lui, le visage est apparition. En ce sens, il nous dit que ce qu'on doit lire sur le visage d'un autre, c'est un appel à le protéger. Je le cite: « La relation au visage est d'emblée éthique. Le visage est ce qu'on ne peut tuer, ou du moins dont le sens consiste à dire « tu ne tueras point ». Qu'est-ce qu'on peut en conclure par rapport à la situation de Chloé? Qu'il est de cette constante que le visage parle au soignant, lui rappelant sa vocation première, son devoir, prendre soin de la vie. Le visage est en ces termes une résistance éthique au meurtre, à l'euthanasie et aussi à l'interruption de traitement. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Alors face à pareille mise en abîme, le piège pour le soignant, ce serait de rester dans une posture immobiliste qui consisterait à ne pas choisir entre le visage de Chloé qui dit protège-moi, protégez-moi, protégez ma vie, et puis sa parole qui nous dit moi, après mûre réflexion, je ne veux plus de ce respirateur. Alors comment est-il possible de transgresser ce commandement qu'impose le visage, cette loi morale en matière d'interruption de traitement qui d'emblée l'interdit? Une façon d'agir consisterait déjà à se penser comme responsable vis-à-vis de Chloé, si tant est qu'il faille définir quel type de responsabilité est convoqué ici. L'analyse, c'est que le soignant doit être aussi capable d'aller au-delà du sentiment de responsabilité naturelle pour pouvoir penser ces questions d'interruption de traitement dans une réflexion aiguë et singulière. Ce qui implique de penser une responsabilité qui engage le soignant vers l'avenir, dans ce qui correspond à une charge que l'on assume, un poids que l'on prend sur ses épaules, comme l'énonce un autre philosophe que vous connaissez aussi sans doute très bien, Ricoeur. Le soignant doit finalement assumer une tension entre ce que cet agir requiert, c'est-à-dire une aptitude particulière, un effort qui n'est pas inné, une responsabilité qui l'engage, et le face-à-face avec autrui dont l'abstraction de la signification du visage, comme signe de la vie à protéger, est éminemment difficile.
Néanmoins, le droit se doit, je pense, quelque part d'apporter une certaine réponse face aux soins et face à la mort. Et forcément, ces réponses tournent autour de la problématique de la fin de vie. Et il faut noter que de ce côté-là, le droit a pris en compte tant les avancées médicales que sociétales que la France a pu voir ces dernières décennies. Donc face à ces évolutions sociétales et médicales, on observe un certain transfert de pouvoir du droit vers la médecine, puisque différentes lois permettent aujourd'hui d'accéder, de permettre certaines pratiques aux médecins. Donc plus précisément sur la fin de vie et cette notion qui tourne autour du soin et de la mort, on a la loi Leonetti de 2005 qui vient, donc, comme l'a rappelé le professeur Sama, permettre de limiter, voire d'arrêter des traitements dans des situations de fin de vie. Le droit a entendu par la suite et encore récemment des débats, des avis pluridisciplinaires et publics sur la question et a abouti à une nouvelle loi, la loi Claes-Leonetti de 2016, qui elle va un petit peu plus loin dans la permission médicale en apportant tout d'abord la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc bien sûr sous des conditions strictes pour ne pas permettre un acte dans tous les sens. Mais voilà, c'est une des avancées de la loi de 2016. Elle vient également préciser, comme peut-être reviendra un petit peu dessus Ghislain après, que la nutrition et l'hydratation artificielle sont des traitements et donc qui peuvent faire l'objet d'un arrêt, d'une limitation. Donc justement, par rapport à ce cadre légal posé par le droit face aux soins, face à la mort, on peut observer des ambivalences d'ordre médical face à ce cadre légal. Donc il faut rappeler qu'au niveau européen, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt qui se nomme Preti contre le Royaume-Uni de 2002, elle rappelle que chacun peut choisir sa fin de vie. Donc sur ce point de vue, on pourrait s'interroger sur le fait de dire, eh bien, moi aujourd'hui en France, je veux mourir, je n'ai pas le droit, donc la législation française est illégale. Pas forcément, puisque sur ce point-là, forcément, vu que le sujet est quelque peu délicat, la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg laisse une certaine marge de manœuvre aux États en donnant un cadre. Et voilà, elle a établi que toutes les procédures de fin de vie n'ont pas forcément besoin d'être les mêmes dans tous les pays de la zone des États membres. Donc en France, on ne provoque pas le décès. On l'a rappelé, l'euthanasie et le suicide assisté ne sont pas autorisés. C'est bien l'évolution naturelle de la maladie qui va faire survenir la mort et non un acte positif ou une omission du médecin face à la fin de vie. Donc de ce point de vue, l'ambulance est que le droit doit préserver la faculté de chacun de choisir sa fin de vie, mais pour autant, on ne lui permet pas de fournir les moyens d'y mettre fin lorsqu'ils sont demandés. Donc de ce point de vue, l'ambulance médicale se traduit par le fait qu'on observe un rapprochement conséquent entre le soin, la mort et le droit, puisqu'on a un accompagnement de plus en plus proche de la fin de la vie et du décès au travers des pratiques autorisées par le droit, des pratiques médicales, sans pour autant que le soin et le traitement participent au décès. Mais cette ambivalence ne se positionne pas non plus que du point de vue médical, et cette ambivalence est également très forte du côté juridique, puisque même si les affaires d'euthanasie, de suicide assisté, en tout cas qui sont par rapport aux transgressions sur la fin de vie, sont plutôt rares, elles sont tout de même très médiatisées. Voilà. Récemment, encore l'affaire Lambert et ses nombreux rebondissements font la une des journaux. Mais ces affaires, au final, on peut se rendre compte qu'elles font l'objet d'une prise en compte singulière de la part des juridictions. Alors oui, franchir un interdit, transgresser les normes que j'ai pu rappeler sont sanctionnées par le droit. Le soin, notamment en fin de vie, doit être réalisé et appliqué dans le respect des règles édictées par la loi et également au regard des règles déontologiques. Donc c'est bien qu'on veut vraiment appliquer de façon stricte ce cadre légal. Mais néanmoins, lorsqu'il est franchi et que des cas d'euthanasie, ou en tout cas de suspicion d'euthanasie, sont portés devant les cours, par exemple avec l'affaire Imbert, où la mère et le médecin étaient poursuivis donc, pour avoir
aidé activement Vincent Humbert à mourir, ou dans l'affaire Bonne Maison plus récemment, on observe tout de même une certaine prise en compte par les juridictions de toutes ces considérations autres que légales, parce qu'au final, on observe des peines symboliques, voire aucune poursuite. Dans l'affaire Vincent Humbert, donc, si mes souvenirs sont bons, donc la mère et le médecin étaient poursuivis pour empoisonnement, ou en tout cas pour avoir un petit peu outrepassé les limites légales. Et au final, ils ont fait l'objet d'un non-lieu. Donc, un non-lieu signifie que le magistrat n'estime pas nécessaire de poursuivre et d'amener devant un juge, devant une juridiction de jugement l'affaire. Donc c'est quand même assez important et assez singulier à relever, puisque le médecin et la mère eux-mêmes revendiquaient le passage à l'acte. Donc voilà, on peut se dire déjà que dans ce cas-là, il y avait une prise en compte des considérations éthiques, morales, voire familiales. On observe des peines plutôt symboliques, donc comme dans l'affaire Bonne Maison ou d'autres affaires de personnels paramédicaux. On observe au final des peines symboliques. En général, les personnes sont poursuivies pour meurtre ou empoisonnement, donc ce sont des infractions qui sont soumises à une cour d'assises. Ce sont les infractions les plus graves au regard de la loi française, où on peut encourir beaucoup d'années d'emprisonnement, de réclusion criminelle. Et au final, les personnes ne se voient prononcer qu'une peine de quelques mois d'emprisonnement avec sursis, ce qui est finalement peu au regard de la peine encourue au départ lorsqu'on encourt 30 ans de réclusion criminelle, voire la perpétuité. Donc on peut voir qu'à travers les pouvoirs du juge, autant sur l'opportunité des poursuites comme sur la personnalisation et l'individualisation des peines, qui sont des pouvoirs entre les mains du juge pour personnaliser justement la peine et prendre en compte certaines considérations, que les questions de soins, de mort, de fin de vie sont prises en compte par le juge, et qu'on peut voir une certaine forme quelque part d'acceptation de la transgression, en tout cas de sa prise en compte par le droit.